Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous de l'information. Tout de suite, les titres de ce journal. Faire de la Polynésie un véritable hub de la réparation navale, c'est l'ambition du port autonome de Papeete qui projette l'acquisition d'un nouveau dock flottant, un outil de mise à sec plus grand pour faire face à des navires toujours plus nombreux et plus imposants. Comment le réchauffement climatique impacte-t-il l'agriculture locale? Alors que des données scientifiques inédites doivent être présentées la semaine prochaine, nous vous emmenons dans l'exploitation de Tav et à Tautira. Les effets du climat pèsent directement sur sa production. L'élite du Va'a a rendez-vous ce samedi à la Pointe Vénus pour la 3e édition de la Super Tahoe. Puissance, endurance et stratégie seront au programme sur le plan d'eau de Mahina. Pour en parler, Ricky Aitamei, membre du comité organisateur, est avec nous ce soir. Un nouveau dock flottant à l'horizon 2029. C'est ce que prévoit le port autonome dans son schéma directeur. Cet investissement de 2,5 milliards viendrait s'ajouter à celui de la Marine nationale et faire de la Polynésie un véritable hub de la réparation navale dans le Pacifique. Les précisions avec Esther Cunio et Meriteato. C'est confirmé, un deuxième dock flottant prendra place dans le port de Papeete. Un équipement de 120 mètres capable d'accueillir des navires pesant jusqu'à 5000 tonnes, soit la quasi-totalité de la flotte locale, à l'exception de l'Aranui et de l'Aranoa. On a étudié beaucoup d'outils alternatifs, que ce soit forme de radoub ou ascenseur à bateau, ce qu'on appelle un synchrolift. Il s'avère que c'était beaucoup trop cher et trop long à construire, avec des problématiques de terre de remblai à évacuer assez contraignantes. Et ce sont des solutions qui prenaient beaucoup de place, qui empiétaient sur l'emprise terrestre, et le foncier à Tahiti, c'est précieux. L'appel d'offres pour le nouveau dock sera donc lancé dès l'année prochaine. 2027 verra aussi le déménagement des pétroliers vers un nouveau quai. De quoi permettre l'installation du nouveau dock fin 2029 et l'aménagement d'un vrai pôle de réparation navale. D'ici là, le Fénois devra se contenter du dock flottant, aujourd'hui cinquantenaire. Seul outil de ce type sur près de 5000 km à la ronde. On le voit bien au niveau stratégique, au niveau de l'emploi. On voit que la flotte augmente pour protéger le Pacifique. Et effectivement, ça devient assez évident que la marine conserve ce moyen souverain dans un contexte géostratégique qui est tel qu'il est actuellement. Donc voilà à peu près la tendance. Le Vendémiaire sort de plusieurs semaines de carénage, un bâtiment militaire avec technologie embarquée qui demande forcément plus de temps qu'un bâtiment civil. Résultat, pour dénicher un créneau, il faut s'y prendre des mois à l'avance. J'ai le planning des bateaux militaires par le SSF et ensuite on discute avec la CCISM sur ce qui nous reste pour pouvoir passer les bateaux civils. Ça fait à peu près un an, le planning est très serré, plus serré qu'on n'a jamais été. Et encore jusqu'à fin 2027, ça s'annonce très serré. On a des bateaux civils qui demandent des périodes plus longues, on en a plus. Donc tout ça fait que le planning, on arrive vraiment à un planning très serré. Mais après 50 ans de service, le dock arrive au bout de ce qu'il peut faire. Les normes ont évolué et les navires, eux, sont toujours plus gros. Alors là, on a des bateaux qui arrivent à 50 cm de la paroi, quoi. On n'est plus aux normes sur certaines choses, par rapport au passage des grues par exemple. On a beaucoup de travaux dans les locaux confinés, ce qui est une contrainte HSCT aussi assez forte. On a aussi des problèmes de matériaux qui sont plus très compatibles avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc tout ça combiné fait que de toute façon on arrive à une limite. Si le dock arrive normalement en fin de vie en 2030, la marine espère le faire tenir jusqu'en 2040. Nous avons des études qui permettent de suivre le dock flottant année par année. Et ensuite, nous avons aussi fait un marché pour faire une modélisation du dock flottant qui permettra par élément fini de voir si le dock peut aller jusqu'à au moins 2040. Donc on attend les résultats de cette modélisation pour la fin de l'année. En attendant, le bâtiment coûte cher en entretien. Grosso modo, le budget dédié à ces entretiens est d'environ 245 millions de francs pacifiques, dont les 3/4 sont reversés aux entreprises locales. Avec des navires toujours plus nombreux et plus imposants, la Marine nationale devra elle aussi anticiper le remplacement de son dock. Et le choix du futur dock civil doit encore être validé par le ministère des Grands Travaux. Le projet sera soumis vendredi au ministre.
Quel avenir pour le taro, l'igname ou la patate douce face au dérèglement climatique? Pour anticiper ces bouleversements, le gouvernement et plusieurs experts ont présenté cet après-midi le programme des assises de la clôture du projet CLIPSA, Climat du Pacifique, savoirs locaux et stratégies d'adaptation. Porté par l'IRD en Nouvelle-Calédonie, l'AFD et Météo France, ce grand rendez-vous se tiendra du 22 au 26 juin. Objectif, mettre en lumière des solutions pour adapter notre agriculture à l'horizon 2100. Les journées d'échange se dérouleront entre l'Université de la Polynésie française et la présidence avant une soirée de clôture grand public au musée de Tahiti et des îles. Et ces enjeux ne sont pas qu'une projection à long terme. Sur le terrain, certains agriculteurs constatent déjà les effets du climat sur leur production. À Tarawa, l'un d'eux témoigne. Reportage signé Heiro Atuahu. C'est depuis 2019 que Tavaes s'est lancé dans l'agriculture aux côtés de son père et en seulement 7 ans, il observe déjà des changements dans son exploitation. Par rapport en 2019, on va dire bien avant aussi, quand je commençais avec mon papa, j'ai remarqué que ces derniers temps, moins de production comparé à avant. Hein. Ça soit légumes ou tubercules. D'habitude, on arrive à bien récolter les taros, hein. Mais ces derniers mois, il y a eu du mal par rapport à cette production-là, hein. Plutôt pleine de pourriture, hein, et la pluie. Des pluies abondantes qui entraînent l'inondation de ces terres et une hausse du réchauffement climatique en Polynésie qui n'arrange pas les choses. Ces observations rejoignent celles recueillies dans le cadre du projet de recherche CLIPSA qui a réuni scientifiques et agriculteurs pour comprendre les impacts du changement climatique sur l'agriculture du Pacifique. Quand j'entends parler, je sais pas, on dirait ça va vraiment impacter, hein, mais c'est là le temps pourra nous dire qu'est-ce hein, le climat va devenir. Hein. Si on pourra toujours planter ou hein, ça va être vraiment difficile ou il faut chercher d'autres moyens. Hein. Peut-être mettre en serre. Hein. Entre expériences de terrain et nouvelles méthodes de culture, les agriculteurs cherchent une solution pour assurer l'avenir de leur production. Après les préoccupations du terrain, place à la valorisation des récoltes et des savoir-faire. La commune de Patioa Taha'a accueille la deuxième édition du concours agricole de l'île jusqu'au 19 juin, organisé par l'association Fa'ahutuya Taha'a en partenariat avec la Chambre de l'agriculture. L'événement met en lumière la production locale de la terre jusqu'à la transformation. Cette première journée a été marquée par la compétition des plus beaux spécimens. Reportage sur place de Ronnie Moufat. Manioc, ourou, banane, papaye, la deuxième édition de ce concours agricole à Taha'a est une fois de plus une réussite. Cette année, pas moins d'une quarantaine d'agriculteurs participent à l'événement. 3 jours de compétition avec en ouverture la pesée des fruits et légumes. Demain, ça sera les bananes, umara et motini et tout. Et le 3e jour, ça sera que de oufé. Un rendez-vous important pour les agriculteurs, mais aussi pour les visiteurs. Sur les étals, les produits du terroir ne font jamais long feu. Le concours, il vient à peine de commencer, ils ont déjà tout ramassé. Voilà, c'est ça. Ils ont tout ramassé. Nous vendons très bien. Nous ne sommes pas encore au 3e jour que notre stock est quasiment vide. Jeudi, place à la pesée des géants de la terre, l'un des moments les plus attendus de ce concours agricole ici à Taha'a. Ronnie Moufat pour Tahiti Nuit Télévision. Côté justice, on connaît désormais le verdict dans l'affaire du meurtre de Stanley Amataya en 2023. Les 2 principaux mis en cause écopent de 15 ans de réclusion criminelle. Un 3e accusé est condamné à 12 ans de prison. Les 2 autres, mineurs au moment des faits, sont condamnés à 4 ans de prison, dont 1 an ferme. Un article est à lire sur notre site tntbnews.pf. Culture à présent avec notre page spéciale Hey Bye Tahiti. Comme annoncé hier, focus ce soir sur une jeune troupe qui veut confirmer sa place parmi les grands du Heiva. 2e en amateur l'an dernier, Atoroir Ei revient avec une ambition claire, s'imposer en misant sur l'unité. Huanui Atoa Heiva les a suivis. Là, il n'y a plus d'excuses, je vous dis tout de suite. Il n'y a plus d'excuses. Il faut arrêter ça, sinon, attends, un an après ses débuts au Heiva, Atoroir Ei est déjà de retour sur la scène de To'ata. Une progression rapide pour cette jeune troupe qui avait décroché la 2e place en catégorie amateur.
Derrière ce succès, une équipe dirigeante jeune qui s'appuie sur les enseignements des anciens pour construire son propre chemin. Atoroir est là, jeune, mais avec des bases, en mon sens solides, parce qu'elles viennent justement de nos mentors, ceux qui ont accepté de nous partager leur savoir et de tout nous donner. Cette année, nous montons sur Toata en toute humilité, mais surtout heureux de représenter la nouvelle et l'ancienne génération. Cette jeunesse se retrouve aussi dans l'orchestre. À seulement 24 ans, Ropati Opeta dirige une dizaine de musiciens. Une responsabilité importante, mais qu'il partage avec un collectif soudé, car à Atoroir, le talent individuel compte, mais la force du groupe reste la priorité. Ces jeunes pour prendre autant de responsabilités, d'autant plus que sous ma direction, j'ai des personnes beaucoup plus âgées et beaucoup plus expérimentées que moi. C'est assez lourd à porter pour un jeune homme. Ensemble, on est très unis et on travaille sur ça depuis le tout début des répétitions. On se force à être unis. La base de cet orchestre, c'est son unité. Et cette unité se travaille à chaque répétition. Des danseurs à l'orchestre, des choristes à l'orateur, chacun joue sa partition pour faire vivre une même vision. Un état d'esprit qui dépasse les générations avec un seul objectif, donner vie au récit imaginé par les auteurs sur la scène de Toata. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours cette unité au sein des danseurs et des danseuses et que cette unité puisse aller au-delà, que l'orchestre puisse sentir l'énergie qu'on dégage, mais aussi que les choristes et notre orateur puissent voir en fait que les éléments ils se donnent pour pouvoir porter tous ensemble le spectacle. Parce qu'au final, dans cette chaîne, on est un des maillons qui pouvons faire en sorte que le spectacle il va être à la hauteur de ce que l'auteur a vu, de ce que l'auteur a écrit. Atoroir donne rendez-vous au public le 10 juillet sur la scène de Toata avec l'espoir de transformer son unité en l'un des temps forts de cette édition 2026. Et n'oubliez pas, les soirées du Hevaï Tahiti seront à suivre en direct sur notre plateforme de streaming payant TNTV+. Autre événement à suivre sur TNTV, la Super Tahoe organisée ce samedi du côté de la Pointe Vénus à Mahina. Un rendez-vous va à dont est venu nous parler Ricky Aitamei du comité organisateur. Bonsoir Ricky. Bonsoir Athéna. Alors la Super Tahoe, on peut dire que c'est la grande sœur de la Tahoe. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette course? C'est bien ça, comme tu as dit, c'est la grande sœur de la Tahoe. Et sa particularité, c'est que ce sont les meilleurs de la Tahoe qui se qualifient pour la Super Tahoe. Donc c'est vraiment le très haut niveau du VA polynésien et mondial qui se réunit donc, en ce jour-là. Le rendez-vous de l'élite. Donc, avant de parler du programme, parlons organisation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire vivre cet événement? Comme difficulté, on a bien sûr la recherche des sponsors. Je profite pour les remercier, ceux qui sont avec nous depuis le début et ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. Ensuite, on donne énormément d'énergie et de temps dans l'organisation. Il faut savoir qu'on est la seule course du calendrier à avoir un but non lucratif. C'est-à-dire qu'on n'organise pas la course dans le cadre d'une recherche de fonds pour financer des projets, comme toutes les autres courses du calendrier. Du coup, en gros, on donne beaucoup de notre temps pour des centaines d'athlètes qu'on ne connaît pas forcément. Et de garder cette motivation année après année, c'est difficile. Et enfin, comme tout projet, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Mais malgré tout, je pense qu'on s'en sort bien parce que la population du VA répond présent et est très content de ce qu'on propose. Oui, vous vous dévouez au détriment peut-être parfois des moments en famille, de la vie privée? C'est bien ça, de plus que nos femmes nous ont rejoints dans l'organisation. Du coup, parfois c'est triste de délaisser nos enfants. Et voilà, comme je disais, c'est une des principales difficultés. Alors cette année, les meilleurs rameurs de V1 vont se retrouver samedi sur le plan de Mahina. On s'attend à quel niveau de compétition? Du très haut niveau. Et en plus de cela, il n'y a pas eu d'athlète qui a vraiment tout gagné toute l'année. Donc le suspense est vraiment là. Et on ne peut pas faire de pronostic à l'avance parce que c'est très difficile. Et voilà, ça fait la beauté de cette course. Et justement, le format est assez exigeant avec un contre-la-montre puis une longue distance. Comment les rameurs doivent-ils gérer leur effort sur ces deux étapes? On a souhaité faire ça pour rendre ça unique. Et du coup, la préparation va être personnelle et ça va être très stratégique parce qu'on commence avec pour les seniors hommes par un contre-la-montre de 10 km, ce qui est énorme, où tu rames quasiment tout seul, où tu n'as pas les bateaux, tu n'as pas tout le groupe, la centaine de rameurs qui rament avec toi. Et voilà, ça rajoute un peu de piment parce que tu peux perdre la course au général dès la première étape. Mais tu ne peux pas non plus tout donner parce que
il y a 24 km qui t'attendent juste après. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence? La puissance, l'endurance, la stratégie ou un peu de tout ça? Ben, c'est un peu de tout. Hein. Chaque gagnant, chaque année, ils aiment bien dire qu'ils sont pas très forts dans un domaine, mais moyens partout. Et donc, voilà, c'est une phrase il faut être bon partout. Voilà, qui est bien retenue, d'être assez bon partout. Alors, il y a aussi de nouveaux parcours et des formats uniques cette année. Qu'est-ce que ça change pour les compétiteurs et pour le spectacle? Donc, pour le spectacle, pour les compétiteurs, on a rajouté pour les vétérans 40 hommes et les U19 garçons, un contre-la-montre aussi. Hein, donc, c'est la première fois que ça se fait. Eux, ils n'avaient qu'une étape. Donc, maintenant, ils auront aussi le petit contre-la-montre de 4 km suivi d'une longue étape. Donc, ça va relever un peu le niveau des jeunes et de les mettre en concurrence avec les vétérans 40 qui ont un très gros niveau depuis ces 2-3 dernières années. Donc, ça va mettre beaucoup de combativité dans cette course également. Et pour tous les jeunes et toutes les femmes, donc on a augmenté toutes les distances pour que ça soit plus difficile puisque c'est la Super Tahoe et le dépassement de soi doit être au rendez-vous. Justement. Et le moment fort, ce sera bien sûr la course élite des seniors hommes sur 24 km, on en a parlé un peu. Pourquoi cette épreuve est particulièrement attendue dans le calendrier du Var? Ben, il y a tellement de courses que, par chance ou par choix des rameurs, nous sommes devenus la course référente. Et c'est un peu comme le Hawaii Kinu, c'est un peu comme la Coupe du Monde. Tu peux gagner tous les matchs. Si tu gagnes la course de samedi, c'est toi le champion de l'année. Donc c'est ce poids-là et cette ferveur qui fait que la Super Tahoe est l'un des plus grands rendez-vous V1 de l'année. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui ne pourront pas être à la Pointe Vénus, la course reine sera à suivre en direct TV et web sur TNTV. L'objectif pour vous, c'est de donner de la visibilité au V1. Oui, et on remercie énormément TNTV hein, pour mettre en valeur nos rameurs à travers un direct. Et il me semble que c'est la seule course V1 aussi qui est retransmise en direct. Et donc on remercie énormément TNTV d'être partenaire de la Super Tahoe. Merci pour ces éléments de réponse, Ricky Aitame, et bon courage pour samedi. Merci beaucoup, merci à toi. Changement de discipline pour une autre actu sport. L'ancien numéro 1 mondial de judo, David Larose, est officiellement nommé parrain du CPP de judo. Ce pôle de performance des meilleurs judokas locaux l'a reçu hier soir sur le tatami de Haroué. Ils ont été une cinquantaine à profiter d'un cours axé de Ko Uchigari, sa technique fétiche, qui lui a permis de remporter de nombreuses médailles mondiales et européennes, dont 2 grands slams de Paris. David Larose s'est prêté ensuite au jeu du randori avec plusieurs champions locaux. On l'écoute sur le niveau local au micro de Mike Liral. La première fois que je suis venu, c'était il y a 7 ans. J'ai pu voir quand même une belle évolution depuis l'arrivée de Franck Bellard sur la Polynésie. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Ce que maintenant j'ai envie de voir, c'est de continuer à avoir des athlètes polynésiens judokas perdurer au fur et à mesure des années. On a perdu quand même un petit peu de judokas que j'ai vus jeunes il y a 6-7 ans et qui ont arrêté le judo aujourd'hui alors qu'ils étaient en bonne évolution. Ce qui serait vraiment sympa, c'est de pouvoir continuer à garder un maximum d'éléments forts qui font judo sur le CPP pour vraiment avoir cette évolution grandissante et cet engouement pour le judo en Polynésie. À Nukuhiva, l'aire marine éducative de Hananai est désormais officielle. La délibération a été remise il y a quelques jours à l'école Saint-Joseph, dont les élèves s'engagent pour faire de la baie un lieu d'apprentissage et de préservation de la biodiversité, un projet qui pourra aussi profiter à d'autres établissements des Marquises. Moya Piran sur des images de Nathan Houkena. Cela fait déjà plusieurs années que les élèves de l'école primaire Saint-Joseph observent, étudient et apprennent à protéger les richesses de la baie de Hananai. Et ces jeunes ambassadeurs l'ont bien compris, leur avenir dépend de la préservation de cet écosystème et de sa biodiversité marine. Pourquoi c'est important de protéger la mer? Pour les animaux marins. Pourquoi si on ne les protège pas, qu'est-ce qu'ils auront? Ils vont mourir et après on ne va plus manger de poissons. Quel geste il faut faire pour protéger la mer? En arrêtant de polluer, jeter des déchets dans la mer. Et quand tu vas sur la plage et que tu vois des déchets, de ramasser. Ils apprennent à observer l'environnement, à réfléchir ensemble et proposer des actions concrètes
Un projet pédagogique qui n'a pas qu'une portée environnementale. Pour que leur aire marine éducative soit reconnue, les élèves ont dû rédiger une demande officielle. Une étape qui leur a permis d'en apprendre plus sur le fonctionnement des institutions locales et leur rôle de citoyen. En devenant ambassadeurs de Hanana'i, ces enfants s'engagent à préserver ce patrimoine naturel. Mais cela ne s'arrête pas à l'école. Protéger son environnement, cela s'apprend aussi au sein de la famille. Les parents, des petits, dès leur plus jeune âge, commencent déjà à leur apprendre toutes les richesses qu'on a sur notre île, parce que c'est quelque chose qui est en train de se perdre malheureusement. Et nous, on l'a bien remarqué en faisant justement les sorties avec les enfants. Du coup, oui, c'est vraiment important pour nous, mais surtout pour les enfants. Les aires marines éducatives sont des classes à ciel ouvert qui permettent aux élèves d'apprendre directement sur le terrain. D'étudier la biodiversité et de comprendre les enjeux de la protection de l'environnement et de développer leur sens de responsabilité et renforce également leurs compétences en sciences et communication, en éducation et développement durable. Prochaine étape, obtenir le label qui récompense les écoles qui veulent s'engager dans un processus de protection et de gestion d'une zone maritime. Près d'une vingtaine d'établissements de Polynésie sont déjà labellisés, dont 7 aux Marquises. Ce soir, sur TNTV, cap sur le Va'a Freedom 2. André Vohé vous emmène dans les coulisses de cette aventure humaine et sportive portée par des jeunes des quartiers et par un message fort de lutte contre l'ICE. 2 nuits de traversée entre Tahiti et Huahine, 400 km à la force des bras. Le documentaire est à découvrir ce soir vers 19h45 sur notre antenne. Au programme également après ce journal, votre magazine de 0 à 100 km/h et le dernier épisode de votre série Un plat, un talon, une formation. Direction le CETAD de Moorea pour une nouvelle découverte. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.